Je m'appelle Marc Allot, j'ai 37 ans, je suis éditeur à Paris, mais ce n'est pas mon métier ou mon métier d'éditeur ou mon passé d'archéologue qui m'ont fait m'intéresser à ce vaste pays d'Asie septentrionale dont nous connaissons tous le nom sans nécessairement savoir grand-chose. C'est ma passion pour la marche qui m'a conduit là-bas une première fois en 2001 pour 6 mois de voyage à pied à travers le désert de Gobi, en y parcourant 2300 km sans logistique, sans liaison radio, sans balises, etc., de manière très simple en me portant à la rencontre des éleveurs. Et puis, cela fait maintenant une quinzaine d'années que j'étudie la langue, la culture et l'histoire mongole, et qu'à travers quelques conférences ou récits, j'essaie de faire partager cette passion que ma femme me dit tenace, voire coriace, pourrait-on dire. Alors plutôt que de vous faire un cours didactique sur le chamanisme, ou plutôt les chamanismes, faudrait-il dire en Mongolie, j'ai décidé, à travers le récit d'un de mes voyages à pied là-bas, d'évoquer tout le contexte social, économique, culturel dans lequel les chamanismes mongols perdurent, se développent ou parfois disparaissent. Alors plutôt que de nous porter dans la capitale mongole, Ulaanbaatar, dont le nom héros rouge signifie, ou plutôt commémore les 7 décennies de socialisme à la soviétique qu'a connu le pays des années 20 au début des années 90, eh bien, je vous propose de vous y porter en train par le transsibérien, de traverser les grandes plaines décrites par les écrivains russes, de contourner le lac Baïkal par le sud, et puis un beau jour, à peine aurez-vous franchi la frontière avec la Fédération de Russie, qui sépare la Fédération de Russie et la Mongolie, que déjà, presque automatiquement, vous vous apercevrez ce petit champignon blanc qu'est la yourte, ce chef-d'œuvre de l'architecture des nomades d'Asie centrale, cette tente circulaire uniquement composée de bois de saule et de feutre, la laine de brebis foulée. Vous arriverez dans une des grandes villes du nord de la Mongolie, où là, vous verrez ces 2 employés de la SNCF mongole vous souhaiter la bienvenue de manière très traditionnelle, en vous tendant, pardonnez-moi, je suis très maladroit, en vous tendant voilà, l'écharpe en soie dont la couleur rappelle celle du ciel. C'est ce genre de khatak, d'écharpe cérémonielle que souvent vous voyez sur les épaules des dignitaires bouddhistes, lamaïstes tibétains. Nous la voyons également nous tendre le bol en bois cerclé d'argent dans lequel a été versé le thé au lait, symbole de l'hospitalité chez les Mongols. Et puis surtout, cette jeune femme nous pose une question. Les Mongols, pour vous dire bienvenue, vous poseront cette question-là. Tafte moreno, avez-vous bien chevauché? Alors, vous arrivez ici dans la plaine de la Toul, cette rivière que vous voyez serpenter paresseusement à 1000 mètres d'altitude à peu près, et dans laquelle s'étend la capitale de la Mongolie, peuplée d'un tiers de la population. Le pays compte 3 millions d'habitants, quasiment un tiers est rassemblé, pour ne pas dire entassé, dans la capitale. Alors ici, un matin de février, mais ça pourrait être aussi un beau jour d'été, vous descendez de la gare, vous jetez votre havresac sur le dos et vous vous mettez en route pour le centre-ville. À une portée de flèche de la gare, vous tombez sur cet amas de yourtes étranges, de symboles gingis-khanides. Il y a notamment le khartouk, l'étendard de guerre gingis-khanide en queue de yak noir, et puis des rassemblements d'écharpes cérémonielles et des yourtes sous lesquelles officient des chamans. Alors le chamanisme, ou plutôt les chamanismes en Mongolie, tellement ils se sont diversifiés à la faveur ou au contraire en pâtissant de la période socialiste, des purges staliniennes, etc. Un centre chamanique, c'est un centre dans lequel va officier cette personne qui est le chaman, qui est un intercesseur entre la société des hommes et les sociétés de la nature. Les Mongols considèrent en effet que la nature est une sorte d'entité vivante par les esprits de laquelle on peut communiquer. Et ce monsieur fait du coup l'aller-retour à travers des voyages chamaniques en chevauchant sa monture, le tambour, fait des allers-retours pour aller chercher une réponse. Comme l'a dit Pierre Rameau tout à l'heure, on consulte un chaman avec une question précise, et donc souvent l'occidental va assister à une sorte de chorégraphie chamanique, tandis que le mongol va véritablement consulter une personne avec une question précise. Bon, souvent il repart plus désappointé qu'autre chose,
mais il y va avec une question précise. Et le chaman, c'est cette personne qui va donc consulter la surnature, la nature des esprits, agir sur la surnature éventuellement, ou plutôt consulter la surnature pour agir sur la nature. Bref, le chaman peut agir sur l'environnement naturel, donc ça peut servir à la chasse, ça peut servir aux éleveurs, mais aussi en milieu urbain. Et c'est là un fait caractéristique des années 90, c'est que ces croyances nées, développées à la campagne, dans la steppe, ont été importées et ont parfaitement colonisé l'espace urbain. Et même, depuis la libéralisation économique, les chamans mongols se sont parfaitement adaptés. Vous avez certains chamans qui vendent des DVD curatifs. C'est-à-dire que moi, en tant que grand chaman, il me suffirait de mettre dans l'ordinateur de nos amis le DVD, vous me verriez battre du tambour à l'écran et je ne doute pas qu'à l'issue de la cérémonie, vous soyez guéris. Alors, nous allons poursuivre notre visite de la ville et là, à peut-être même pas 300 mètres, même pas du centre chamanique, vous voyez un autre ensemble religieux. Et c'est le plus grand temple d'Oulan-Bator, de la capitale, Gandan, érigé au XVIIIe siècle, qui a miraculeusement résisté aux campagnes de destruction massive de la fin des années 30, qui ont réduit à l'état de poussière 99% des 700 monastères que comptait le pays. Et le voisinage se fait en toute sérénité. Et devant le monastère, presque entre le chaman et les lamas, vous avez un devin, une sorte de diseur de bonne aventure, qui lui aussi, comme les chamans, comme les lamas, fréquente les milieux occultes, mais il montre, par sa seule présence, il montre, avec les rebouteux, avec d'autres devins et autres, que le chaman n'est pas la seule personne en Mongolie à entretenir des relations avec le monde occulte, le monde des esprits. Vous poursuivez votre chemin en direction du centre-ville et là, vous débouchez sur la grande place, la place principale d'Oulan-Bator, écrasée de lumière. Là, on y est vers midi, dominée par l'imposante statue en bronze de Gengis Khan. Et c'est devant cette statue que, à la faveur d'un départ en retraite, d'une naissance, de l'obtention d'un diplôme, on vient se faire photographier en famille. Alors Gengis Khan, c'est le grand ancêtre des Mongols, c'est du moins celui qui le revendique, au point même que si vous avez la chance de rencontrer un étudiant anglophone sur la place principale, avec qui vous vous entendrez, avec qui vous pourrez communiquer un peu plus simplement qu'en mongol, celui-ci, après vous avoir parlé de la statue de Gengis Khan, vous propose de visiter son université, qui s'appelle Chinggis Khan Detsulwil, l'université Gengis Khan. Le courant passe entre vous, vous décidez de l'emmener boire un verre, il vous dit « Viens, je connais un bon endroit », c'est le Chinggis Pub, le bar de Gengis, dans lequel éventuellement vous pourrez boire une bière de Gengis ou une boisson énergisante Gengis Khan. Bref, en quelques heures de séjour dans la capitale, vous commencez déjà de percevoir la Gengis mania, la folie qui s'empare d'une population à qui, pendant 70 ans, on a interdit de se revendiquer autre chose que homme soviétique, homme participant à la construction du socialisme à la soviétique, à qui on a parfois, dans les années 60 notamment, interdit de seulement utiliser le mot, de seulement prononcer le nom Gengis Khan, sous peine d'emprisonnement, de punition, voire de mort pour un cadre du parti. Et effectivement, et là c'est vraiment, notamment même dans la simple étude du chamanisme, les 7 décennies de communisme forcé qu'a connu la Mongolie ont repeint de rouge toute la culture, toute la société mongole, y compris le chamanisme. Les chamans, les Mongols de nos jours disent pour certains d'entre eux qu'il n'y a plus de vrais chamans en Mongolie. La population majoritaire, les Khalkh, qui représentent 80% de la population, chez ces gens-là, donc quasiment toute la population de Mongolie, chez ces gens-là, les chamans, dans les années 30, avaient disparu à quasiment 90%. Autrement dit, à la fin des années 40, il n'existait quasiment plus de chamans en Mongolie, ou s'il en existait quelques-uns, ils officiaient hors des cadres officiels, c'est-à-dire finalement uniquement au sein de la famille, et toujours avec le risque d'être pris, déportés, emprisonnés, fusillés quand ils n'avaient pas été laïcisés de force, quand on n'avait pas brûlé leur tambour, etc. Et la transmission du lien chamanique continuait plus ou moins de se faire, mais parfois même se perdait
un père, ou plutôt une mère, parce que c'est par le sang maternel que se transmet la lignée chamanique en Mongolie, les mères souvent taisaient ou préféraient taire leurs dons, de manière à ce que leurs enfants et leurs filles ne risquent pas d'être punis. Donc il ne faut jamais perdre à l'esprit ce passé soviétique. Alors nous sommes dans un des pays les plus pauvres du monde, mais depuis 5 à 6 ans ont ouvert les grandes boutiques de luxe qui disent tout de l'argent que rapporte l'exploitation minière, notamment dans le désert de Gobi. Alors malgré ça, la majorité de la population vit du système D, notamment du recyclage des canettes en aluminium ou des bouteilles de verre vendues au poids. Les populations les plus pauvres s'entassant dans ce que certains journalistes appellent maladroitement des yourtes-villes, mot qui rappelle un peu trop les bidonvilles. Alors c'est le cas ici à Shalkhatinzar, un quartier à l'est d'Oulan-Bator, quartier très pauvre, très sombre, très mal famé. Mais voilà, sans transition, nous ne sommes pas ici à 800 ou 900 ou 1000 km de la capitale, nous sommes à 35 km d'Oulan-Bator seulement. Imaginez le voisinage, non pas la rupture, mais vraiment le voisinage qu'il peut y avoir dans ce pays. Alors, une carte un peu plus précise du pays, avec la frontière russe ici, 3000 km de frontière à travers les taïgas du sud de la Sibérie, 4300 km de frontière avec la Chine, à travers le plus vaste désert d'Asie, le désert de Gobi. La capitale que nous venons de survoler, ici, Oulan-Bator, et puis en pointillé, les 6 à 7000 km que j'ai parcourus à pied, en 6 voyages. Voilà, 2 années d'errance à pied. Et le voyage que j'évoque brièvement devant vous ce soir pour parler du chamanisme, c'est celui qui, il y a quelques années, m'a conduit durant 6 mois à travers la compacte succession de massifs montagneux qui font des confins nord-ouest de la capitale une zone frontalière assez difficilement accessible. Alors, juste une photo pour vous montrer quand même l'aspect de brigand, de grand chemin, de ruffian, pourrait-on dire, qu'on peut avoir lorsqu'avec 30 ou 35 kg de matériel, on s'engage pour 6 mois dans le désert de Gobi. Là, j'avais 13 litres d'eau, 5 litres de farine et de sucre pour m'alimenter. Voilà, nous allons dévaler l'escalier urbain en Mongolie. Nous allons passer directement de la capitale, qui rassemble un tiers de la population, à l'un des 360 petits hameaux qui maillent la steppe d'un embryon d'urbanisme et dans lequel on va quand même trouver une mairie avec des listes de vote, on va trouver une poste, un commissariat, une école avec son internat, un club culturel. C'est parfois même dans ces villages qu'on vient consulter le chaman parce qu'il y vit. Et sans transition, en 10 minutes de marche, vous allez vous retrouver dans les larges vallées à fond plat avant de vous attaquer aux pentes des montagnes de l'Altaï. Avec un peu de chance, vous tomberez comme ici sur les ruines d'un monastère bouddhiste érigé au XVIIe et détruit ou plutôt forcé à l'abandon dans les années 30. Alors je vous présente Laurent Varro, mon ami d'enfance avec qui je suis plus intime même qu'avec mon propre frère, avec qui j'ai séjourné plus d'1 an et demi à pied en Mongolie, et ici à 2500 mètres dans les premiers pierriers, alors que nous cherchions vainement un col qui nous aurait permis d'accéder au cœur même de l'Altaï. Un col que nous avons vainement cherché, je vous le disais, durant une semaine. Nous avions quitté le village avec 5 à 6 jours de vivres, et une semaine après, nous étions toujours à enchaîner les assauts et à lutter chaque soir sur ce genre de parois rocheuses qui nous contraignait le lendemain à choisir un autre chemin, parfois nous engageant même durant une semaine dans ce type de gorge, ce type de canyon, où les pentes, les falaises finissaient par tomber directement dans l'eau. Une semaine à progresser 5 km par jour. Alors, une photo qui a été prise à la sortie des gorges, non pas en plein hiver, mais le 7 mai, je m'en souviens bien, le jour de mon anniversaire. Le printemps mongol n'est pas une lente remontée des températures comme chez nous, ponctuée par les premières fleurs, les premiers parterres, les premiers bourgeons, etc. C'est une succession d'épisodes météorologiques très difficiles qui vont en une journée se succéder toutes les saisons. Mais tout de même, quand la tempête retombe, vous prenez plaisir à voir la tête de mon ami Laurent. Vous imaginez que ma compagnie est
et pesante. Je parle un peu moins en marchant, rassurez-vous. Alors en fait, nous tentions là de nous situer sur une des cartes mongoles sur laquelle 1 centimètre représente 5 km sur le terrain. Lorsque vous naviguez simplement avec votre boussole sans GPS, il est évident que se situer n'est pas évident. Un moment important pour moi, puisqu'à la sortie des gorges, après une semaine d'efforts dans le canyon que nous avons vu tout à l'heure, j'ai aperçu ces deux silhouettes. Et s'il y a bien une loi dans la steppe qui régit les relations entre deux individus, c'est que nécessairement, dès qu'ils s'aperçoivent, ils vont s'observer à la jumelle, à la longue vue, et puis ils vont marcher l'un vers l'autre. Le cavalier mettra pied à terre, vous déposerez le barda, et puis la conversation s'engagera autour d'une cigarette, d'un peu de fromage séché. Si le courant passe, vous poursuivrez la conversation à l'abri du campement, devant la yourte si un rayon de soleil le permet, ou à l'intérieur s'il fait un peu plus froid. Et alors à ce moment-là, c'est sur une table basse qu'on va disposer tout ce qui compose le menu. Alors très rapidement, les beignets, le fromage séché, l'année précédente sur le toit de la yourte, les miettes de celui qui a été séché il y a 2 années déjà, les premières crèmes, les premiers beurres. Nous sommes au printemps, donc on commence de prélever du lait sur le troupeau. Et puis aussi, même si nous habitons à 150 km du premier village, des produits manufacturés, preuve qu'on peut vivre isolé du monde sans en être nécessairement coupé. Nous sommes là sous la yourte, élément très important pour revenir à notre thème du chamanisme, le foyer, qui est censé être la résidence au cœur même, au centre même de la yourte, la résidence de l'esprit de la famille. On ne jette donc jamais d'ordures dans le feu, on ne fait pas brûler ces ordures dans le feu, on le respecte, on y fait quelques offrandes, et pareillement, la yourte est un espace sacré, au point même que quand on remonte au code de loi des 17e, 18e siècles, la yourte est tellement sacrée que souvent un vol ou un crime qui est commis, qui est perpétré sous la yourte, est souvent souvent puni de manière beaucoup plus importante, de manière beaucoup plus radicale qu'un meurtre ou un vol commis sur les pâturages. La photo de Yadam Suren qui nous avait sauvé la vie lors du premier voyage. Notre tente venait d'être emportée à 3h du matin par une tempête de neige et à 3h du matin nous nous sommes remis en route dans la tempête, le sac sur le dos, et puis c'est seulement à 10h, après 7 heures de marche quasiment sans pause, que nous avons rencontré ce monsieur qui nous a recueillis. Une photo où je passe pour un imbécile, comme d'habitude, lorsqu'il s'agit de travailler auprès du troupeau, vous me voyez courir là après une brebis à l'heure de la traite, brebis que je n'ai rattrapée qu'après 5 ou 6 minutes de course effrénée, lorsqu'elle a eu fini de m'humilier devant toute la famille. Nous sommes dans l'ouest du pays en contexte kazakh. Les Kazakhs, c'est une des rares ethnies turcophones de Mongolie, qui ne parlent pas le mongol, mais des langues issues de la famille turque d'Asie centrale, et c'est la seule ethnie musulmane, des musulmans sunnites tout à fait modérés, qui ont pour habitude d'enterrer leurs morts, alors que les Mongols, eux, déposent le corps dans la steppe, et le laissent finalement se décomposer. En tant qu'occidental, nécessairement, les Kazakhs nous paraissent beaucoup plus proches. Et nous considérons presque ce dépôt du corps des Mongols dans la steppe comme un abandon, alors que pour eux, le dépôt en cimetière est parfois vécu comme une sorte d'enfermement. Voilà, le corps est enfermé dans la steppe, alors que si on le dépose, en se décomposant, finalement, il va réintégrer le cycle de la nature et son âme va habiter les vallées. Et finalement, en pâturant dans ces vallées, en continuant de les regarder, etc., on va rester en contact avec les esprits de la famille. Jalil, un de ces Kazakhs, un de ces musulmans de Mongolie. Alors, quelques photos de leur vie pour ne pas les survoler quand même trop brièvement. Les Jailo, les campements d'été dans les vallées à fond plat, ou plutôt sur les hauts plateaux. Alors nous quittons l'Altaï pour basculer dans l'ouest, toujours dans l'ouest du pays,
dans ce que les Mongols nomment Irdurdin Khotgor, la dépression des Grands Lacs, une vaste zone désertique, une sorte de plateforme de dispersion où l'homme ne peut vivre qu'isolé où les hommes ne peuvent vivre qu'isolés les uns des autres. Vous me direz s'il y a des lacs, ça n'est pas très aride, mais voilà à quoi ressemble ce type de paysage où effectivement les lacs sont d'eau salée. Voilà. Je parle de cette immense cuvette désertique qui se situe, vous voyez, aux portes de la Sibérie et qui compte notamment les zones de Gobi parmi les plus hostiles. Mais dès que vous rebasculez sur les hauteurs, dans les massifs montagneux, vous retrouvez des paysages. Alors la fracture géographique, du coup, encore une fois, le voisinage des types de paysages est très flagrant. Et alors que le cimetière peut être le marqueur du paysage musulman kazakh, l'ovo, l'empilement d'offrandes rituelles, est lui le marqueur du paysage chamaniste mongol. Les Mongols considèrent en effet que les esprits maîtres de la nature, et qui sont, ils les nomment Edzen, c'est-à-dire maîtres ou patrons, sont les vrais maîtres du territoire. Les Mongols considèrent davantage, les éleveurs tout du moins, qu'ils appartiennent au pays plus que le pays leur appartient. Et c'est là aussi ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, leur conception du dépôt des corps dans la steppe, qui finalement réintègre le pays auquel ils appartiennent. Lorsqu'une femme met au monde un enfant, elle s'arrange pour que son placenta soit déposé sur son lieu de naissance. Et il m'est arrivé à Oulan-Bator d'ouvrir un congélateur, de demander à une amie mongole c'est quoi cette chose rouge dans un sac plastique. Elle me dit c'est le placenta de mon ami Bayram. Et en fait, à Oulan-Bator, une femme de l'ouest du pays venait d'accoucher et elle avait transmis son placenta à une amie qui, elle, allait prendre l'avion prochainement pour rendre visite à sa famille dans l'ouest et aller déposer de manière symbolique. C'est dire tout le lien de ces gens à la terre. On dit souvent les nomades complètement détachés du lien à la terre, c'est absolument tout le contraire, ils y appartiennent, la terre ne leur appartient pas. Ça se reflète même dans la constitution mongole, où jusqu'au début des années 2000, il n'y avait pas de propriété de la terre. Ces ovos, ces empilements d'offrandes, ces demeures des esprits, nous les voyons en contexte nomade, en contexte rural, mais aussi à la porte des villes, ici dans les faubourgs d'Oulan-Bator. Et puis là, au cœur même de la capitale, nous sommes ici en plein centre-ville. Et alors là, on a une sorte de juxtaposition d'habitats, de monuments religieux très, très étonnants. Et chose amusante aussi, ces espèces de monuments ou plutôt ces lieux sacrés que sont les cairns, les ovos, sont une invention culturelle née en contexte chamanique, mais complètement récupérée au XVIIe et XVIIIe siècle par les lamas, les prêtres bouddhistes, au point même que désormais les Mongols considèrent que les vrais rituels aux ovos ne peuvent pas être effectués par des chamans, mais par des lamas seulement. Si la steppe est immense, si la steppe est uniforme, lorsque jaillit un rocher à la forme bizarre, un arbre solitaire, automatiquement, la pensée, la vénération, le culte des hommes s'y attache, et à ce moment-là, il ne sera jamais coupé. Et parfois, vous, en tant que voyageur, vous allez faire une erreur en installant votre tente, alors évidemment non pas à côté d'un arbre qui porte un costume de chaman ou auquel est suspendu un tambour de chaman, etc. Mais parfois vous allez, au milieu d'une platitude absolue, choisir un arbre solitaire et vous dire tiens, ma tente il serait bien à son pied, ça change un peu de l'uniformité et de l'immensité. Et puis un éleveur vous croit, un éleveur passe, vous discutez avec lui, il vous fait comprendre que vous feriez mieux de déplacer la tente de quelques centaines de mètres. C'est simplement que cet arbre est vénéré, ou alors parfois même, si vous voyez une pierre plate au milieu de la steppe, c'est souvent à cet endroit-là qu'on vient déposer les corps,
Ces corps ont été dévorés, se sont décomposés, il n'en reste absolument aucune trace, mais le lieu est sacré et donc à respecter. On a souvent l'impression que le paysage nomade est complètement dénué de marqueurs, pas du tout. Paysage nomade et paysage chamanique qui se rencontrent même au cœur des grandes villes mongoles. Le vieil homme blanc, qui est une figure emblématique du panthéon chamanique en Mongolie, qui a été récupéré par les prêtres bouddhistes, qui a été la victime d'une tentative de récupération par des prêtres, par des missionnaires protestants au XXe siècle en Mongolie intérieure, qui ont tenté d'en faire le Père Noël pour accaparer son culte. On le voit ici, finalement, au sein d'un appartement d'une grande ville. Tout un tas d'objets religieux, des mandalas, des drapeaux à prière, la poudre de genévrier qui sert aux cérémonies chamaniques et qui sert également à purifier l'esprit, l'atmosphère d'une yourte après un décès, après une cérémonie, etc. Et puis également des photos du Dalai Lama qui ici flanque un billet de banque sur lequel on voit l'effigie de Gengis Khan et qui sont sous le portrait d'un monsieur qui avait été capitaine dans l'armée à une époque où l'armée opérait des purges énormes dans tous les milieux religieux, lamaïstes, etc. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'avec le recul et la nostalgie, on voit souvent voisiner un monsieur qui a le portrait funéraire d'une personne qui a nui aux ordres religieux et puis des représentants des ordres religieux juste à côté. Quelques photos de vie nomade. Alors ici, juste une image sans prétention en apparence, mais sur laquelle je vais passer vite, mais qui dit quand même une chose. Regardez qui a été placé au centre de l'image. Voilà, ce sont uniquement des femmes. C'est aux femmes en Mongolie qu'on donne la place principale dans les photos de famille, etc., mais aussi dans la vie quotidienne. Le centre nomade, le centre mongol, le centre du monde mongol est un centre mobile, la yourte qui se déplace, et qui en est la propriétaire, qui en est la gérante absolue, c'est la femme, alors que l'homme, lui, gère les troupeaux, gère les zones de chasse sur la périphérie du territoire. Et ça veut dire aussi une chose, c'est que l'homme étant toute la sainte journée au troupeau, au pâturage, la femme est seule sous la yourte, c'est elle qui reçoit des visites, c'est elle qui accueille tous les passants, y compris des hommes seuls, et c'est dire sa liberté de parole, sa liberté d'attitude, d'expression, de comportement que son statut lui permet. Alors, juste une photo que j'ai mis pour justement rappeler l'espèce d'uniformité, d'immensité que peut représenter les zones de montagne, que peuvent représenter les zones de montagne ou de steppe, et pourtant, vous ne cessez de passer d'un lieu particulier à un autre, puisque c'est dans telle vallée qu'on va déposer des corps, c'est dans telle vallée qu'on va effectuer un rituel à tel croisement de pistes, à telle confluence de rivière, à tel col. Et puis en revanche, même si vous naviguez dans l'immensité de la steppe, en contexte nomade, c'est dans ces petits hameaux qu'à la mi-juillet, quasiment en même temps que notre fête nationale, les 11 et 12 juillet, se produit la fête nationale mongole, dont le nom originel, Erin Gurvan Nadam, les trois jeux virils, commémore ces trois activités, l'archerie, la lutte et puis les courses équestres qui, jusque dans les années 60 et la politique égalitariste socialiste, étaient réservées aux hommes. Voilà. Et là, si cette fête est devenue une fête nationale, elle était auparavant un rituel qui permettait de se concilier les esprits de la nature, et c'est la raison pour laquelle ce rituel était effectué au printemps, à la sortie de l'hiver, lorsque les esprits se réveillent, les esprits hibernent effectivement comme un ours ou un rongeur, et ils ressortent à la belle saison. Et c'est donc à ce moment-là que les Mongols effectuaient ces grands rituels censés régénérer l'énergie vitale de la communauté, de la tribu, du clan.
L'été est une période de travail intensif, puisque l'été étant très très court, 2 à 3 mois en Mongolie, grand maximum, si l'arrière-saison est agréable, c'est un été passé à travailler pour produire l'alimentation qui permettra de survivre durant les 6 à 8 mois d'hiver qui suivent, ou du moins de périodes difficiles. C'est la saison aussi, vous l'avez vu, pendant laquelle on va apprendre aux jeunes à s'occuper du bétail. Voilà, on voit ici le fromage qui sèche, suspendu au-dessus d'une outre en peau de bovin dans lequel on va barater le lait de jument afin de le faire fermenter, de produire ce fameux aïrak. Et le lien à la nature est perpétué par le troupeau. L'homme, la femme prélève à la nature le lait par le biais du troupeau, et donc nécessairement, à l'issue de la traite, on va rendre, alors de manière symbolique, quelques gouttes de lait à la nature pour la remercier, lui dire qu'on a conscience de ce qu'elle nous offre, et aussi de manière à ne pas tout prendre. C'est comme si finalement, en redistribuant un petit peu, en gaspillant un petit peu, en offrant un petit peu aux esprits, on s'assurait à l'avenir de toujours avoir du lait, ou dans le cas du chasseur, de toujours avoir du gibier. La Mongolie est le premier producteur de laine cachemire au monde, est le deuxième producteur de laine cachemire au monde après la Chine. Éric Bompard, Dubreuil, je crois, les grandes marques de cachemire s'approvisionnent en Chine. Et puis surtout, on produit la laine de brebis. Et là encore, nous sommes à quelques dizaines ou centaines de kilomètres d'une grande ville, mais preuve que la steppe se tisse d'une toile, d'un réseau invisible qui relie les campements entre eux, puis les campements aux villages et les villages aux villes. On vend à des acheteurs venus de la ville la viande, le lait, la laine de brebis. L'affouragement à l'automne en prévision du printemps difficile que connaîtront les femelles du troupeau au moment du vélage, au moment de l'agnelage. L'arrière-saison est aussi, pour les personnes âgées, l'occasion d'effectuer de petites tâches, mais utiles. Ici, la cueillette des baies à l'orée de la taïga et la chasse. Activité dangereuse, alors non pas parce que souvent les chasseurs ont bu avant de partir, mais parce que pour eux, c'est toujours une mise en danger. Ils considèrent en effet que les esprits qui rôdent dans la nature peuvent avoir intégré un des animaux, un des chevreuils, un des élans qu'ils traquent. Et il faut un bon chasseur, c'est celui qui va reconnaître l'animal qui est investi par un esprit de celui qui ne l'est pas. Évidemment, l'animal investi par un esprit, on le laisse partir et on concentre son attention sur l'autre qui ne vous rapportera pas le mauvais sort. 1er septembre, la rentrée des classes, un moment important où vous voyez converger dans les villages toute une population jeune qui vient y remettre un peu d'animation. Alors là, nous étions en train de nous abattir devant la version coréenne de Plus belle la vie. Voilà. Laurent et moi progressons ici vers le nord, dans une région que vous fait découvrir notamment le voyage organisé par Tamera, la dépression des Dahats. Alors qui est une zone vraiment intéressante puisque les Khars, les Mongols majoritaires, l'ethnie majoritaire mongole, dit que les Dahats, cette ethnie du nord de la Mongolie, sont des gens très chamaniques, chez qui les chamans sont très très puissants. Et lorsque vous allez chez les Dahats et vous leur demandez de rencontrer des chamans, ils vous diront non, là, de nos jours, les chamans, non, c'est plus ce que c'était. Depuis la période soviétique, il n'y en a plus de vrais. Il y en a qui jouent aux chamans, mais il n'y a plus de vrais chamans. Alors déjà, vous voyez que dans un même pays, en auditionnant des gens d'ethnies différentes, il y a des vrais et puis des faux chamans. Et vous vous penchez à présent sur l'histoire de cette région qui, à l'inverse de toutes les autres régions de Mongolie, était au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, non pas dirigée par des aristocrates, des nobles, mais dirigée par le clergé bouddhiste. Voilà. Et donc c'est une région qui, à une époque avant le XVIIe siècle, a sûrement eu des chamans très importants et qui se disaient ou qu'on disait très puissants, mais qui ensuite a subi une colonisation et puis une colonisation de la part des prêtres bouddhistes. On a à cette époque-là 4 à 5 000 habitants dans cette vallée qui fait à peu près 20 000 km². C'est une grande dépression.
Et sur ces 20 000 habitants, on a plus de 1000 ou 1500 moines. Donc c'est absolument gigantesque. On a 3 monastères qui sont construits. Donc ça veut dire que la mainmise du clergé est absolument gigantesque sur cette période, sur cette région qu'on disait à l'époque très chamanique. Arrive la laïcisation forcée, les purges et le démantèlement soviétique. Au point même, il est si violent dans cette région que de nos jours, on ne sait même plus où se situaient exactement les 3 monastères. Les 3 monastères ont été abandonnés ou détruits en 1937-1938, autrement dit hier, mais ça a été fait de manière si violente, si radicale, en abattant les moines, enfin voilà, c'est des fusillades collectives, etc., que le passé a été quasiment oublié. Et les Mongols, malgré tout, les Mongols de cette région considèrent, et alors ça c'est étonnant, que le chamanisme finalement, ou plutôt que les esprits, se sentaient mieux à la période soviétique que de nos jours. Alors ça paraît complètement contradictoire, et lorsque vous poursuivez l'interview de ces gens-là, ils vous diront oui, mais l'État socialiste, avec sa force, son omniprésence et son ordre quasi militaire, remplaçait l'omniprésence et l'ordre des chamans et des lamas. Et alors ça, c'est très étonnant dans notre esprit, mais effectivement, lorsque vous discutez avec des anthropologues, vous apercevez que la transition démocratique, dans les années 90, a été une révolution ou une perturbation plus violente, finalement, que la transition communiste dans les années 20. Pourquoi ? Parce que l'ordre socialiste, à l'époque, s'est complètement appuyé sur les ordres existants, les ordres claniques ou les ordres religieux, et finalement a assis son pouvoir sur un pouvoir déjà existant. Alors je ne nie pas du tout les purges ou autres. En Mongolie, on a 20 000 personnes qui sont exécutées en l'espace de 8 mois entre 37 et 38. Voilà, nous progressons vers le nord, après les zones désertiques dans lesquelles vous cherchez des puits et puis vous tirez l'eau à 4 ou 5 mètres sous la surface du sol. L'eau et la végétation peuvent devenir un véritable obstacle. Regardez juste la tête d'évadé du goulag de mon compagnon de marche Laurent, après une semaine de rationnement de fromage séché dans la taïga. Voilà, globalement pour la semaine, notre alimentation se situait dans les poches du treillis. Voilà ce qui compose souvent notre alimentation pendant la journée durant 5 à 6 mois de marche. Le fromage séché donné ou acheté dans un campement précédent, et puis l'oignon sauvage que votre œil vous a permis de glaner au fil des pas. Les Mongols sont véritablement des fils de la steppe. Vous ne les verrez jamais habiter en milieu forestier, en zone de taïga. Si vous croisez des citoyens mongols en zone de taïga, ce seront des réniculteurs, et notamment vous devez connaître le nom des tsatan, qui ont pour nom véritable les Doura, et seuls effectivement les éleveurs de rennes sont capables d'habiter ce genre de région où parfois pour traverser une vallée, notamment ici 5 km seulement, Laurent et moi avons passé la journée, 6 heures d'effort à patauger dans ces marais où parfois nous nous enfoncions jusqu'à la taille. De rares coins, en effet, anthropisés, ou du moins qui portent des marques de passage, mais toujours très ponctuelles, à des dates clés. Et souvent, les Mongols ne se hasardent dans la forêt que pour chasser, que pour fréquenter un lieu de culte, ici une tête de cheval suspendue à un arbre, que pour aller déposer des offrandes, mais dès qu'ils peuvent quitter la taïga, puisque la taïga est fréquentée par des esprits absolument incontrôlables, et souvent, notamment dans la dépression des Dahats, cette vaste vallée dont nous parlions tout à l'heure assez longuement, les chamans vivent à proximité de la forêt. Un louveteau qui a été égorgé suite à une battue pour trouver une tanière et la vider. Voilà, je parle de cette région-là au nord du pays, la province de Khövsgöl, ici, et puis plus particulièrement la dépression des Dahats, cette zone-là, dans laquelle souvent les Mongols ont peur d'aller. Effectivement, vous voyez ce type de paysage pour des fils d'éleveurs. Vous voyez bien qu'effectivement, il n'y a nulle place ici pour les troupeaux de chameaux, pour les troupeaux de moutons, de brebis, de chèvres. On est dans un environnement fermé,
On ne peut pas voir ce qui se passe à l'horizon. Alors nous crânons sur la photo, mais en vérité nous étions complètement perdus. Là c'est une des 6 ou 7 fois pendant lesquelles, durant nos 2 années de vagabondage, nous avons cheminé durant 5 à 6 jours sans savoir véritablement où nous étions. Nous arrivions à peu près à nous situer sur un versant de montagne, mais pas plus. Voilà, et étonnamment, dès que vous débouchez dans la steppe, automatiquement, 1 heure après même pas, vous allez à nouveau voir des traces de vie, à nouveau vous rencontrez des éleveurs, et à nouveau, eux se sentent en milieu sain, en milieu prévisible, et en zone de steppe, on sait toujours que l'esprit, il vit là, et alors que dans la taïga, il pourrait vivre partout ailleurs. Alors, 1 ou 2 photos qui ont été prises mi-octobre ou début octobre, en plein été indien, lorsque déjà les premiers froids assaillent la steppe et que les premières tempêtes de neige tombent sur la frontière russe qui se profile sur les cimes, ici, cimes qui dominent le lac Roxgull, un des 2 plus vastes lacs du pays, le pendant mongol du lac Baïkal, globalement. Alors la steppe s'anime d'un brouhaha lorsque se font sentir les premiers froids, et c'est le bruit des moteurs du camion qu'on a chargé avec la yourte, ce sont les cris des animaux qu'on a battés, les yaks, les chameaux, les vaches qu'on a attelées à des charrues, à des chariots aux roues de bois, ou bien, tiens, on voit ici une yourte en cours de démontage. Vous apercevez là, à la couleur de l'herbe, sa forme circulaire, le désordre relatif au campement, mais dans lequel on perçoit tout de même le poêle, l'élément central de la yourte, et la clé de voûte. Alors il me semble que j'ai mis une photo, non, j'ai dû me tromper, une autre photo de nomadisation, ici à l'orée du désert de Gobi, une caravane de chameaux. Alors on pourrait se dire que c'est une famille pauvre si elle n'a que des chameaux et pas de camions, mais avec 3 ou 4 ou 5 chameaux, là déjà on achète un camion. Les chameaux sont devenus si rares en Mongolie qu'ils sont très très chers. Ah, voilà une yourte en cours de démontage avec la clé sommitale, voilà, qui structure toute la yourte. On l'appelle même anneau de compression, tellement la force qu'on exerce grâce aux 90 perches de bois régit sa résistance au vent. Voilà, une vue en contre-plongée de cet anneau qui repose, on le voit, sur 2 poteaux porteurs, support d'une très riche iconographie, à tendance bouddhiste, mais ça pourrait être aussi des dragons ou autres. On voit la cheminée du poêle qui s'échappe, et là, c'est également le puits de lumière, l'évacuation des fumées, l'évacuation des odeurs, mais c'est aussi par là, en cas de cérémonie chamanique, que passent les esprits. On rassemble le bétail une dernière fois, avant que l'hiver s'abatte sur la steppe. Voilà à quoi ressemble l'hiver. Alors vous comprendrez bien que à cette saison, les éleveurs vont aller tapir dans les vallées liminales à l'abri du vent leur campement, et puis ils vont emmener durant la journée leur bétail sur les crêtes, là où la neige a soufflé le vent et dénudé l'herbe, puisque l'affouragement étant quand même très très rare et dans certaines régions impossible en Mongolie, le bétail se contente toute l'année durant de l'herbe glanée dans la steppe. Même les esprits, même les lieux saints, ici un des plus anciens monastères de Mongolie, mais qui a été bombardé à la fin des années 30, rentre dans le sommeil yémal, le sommeil hivernal, jusqu'à la cérémonie du premier de l'an, le Tsaransa, le mois blanc, qui a lieu quasiment en même temps que le nouvel an lunaire chinois. Alors heureusement qu'il n'y a pas de Mongols dans la salle, sinon ils me diraient non, ça n'est surtout pas en même temps que le nouvel an chinois, mais pour nous, voilà, en tant que... Et là, c'est la renaissance de la vie et du monde des esprits, avec les esprits qui sortent à nouveau de terre, et on leur fait le premier grand sacrifice
de l'année. Et là, c'est le seul ovo que vous voyez, l'ovo du campement hivernal est le seul qui se situe effectivement très près de l'habitation des hommes. Et s'il y a bien un endroit que les éleveurs défendraient bec et ongles, c'est leur campement hivernal, puisque toute la vie dans la steppe s'organise autour de ce campement. C'est le plus important et c'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, je concentre mes voyages à cette saison, puisqu'elle me permet vraiment de comprendre le reste de l'année. Alors on voit ici, à l'aube du premier jour de l'année lunaire, le jeune Rouiga effectuait des libations d'alcool, des libations de lait, de thé, et puis déposer également dans le feu sacré sur cet ovo familial de la viande en offrande à l'esprit du campement, à l'esprit de la famille. Et enfin, pour achever cette conférence, je vous montre quelques photos de ceux dont dépend une partie de tout ce que j'ai évoqué ce soir. Pour vous parler du chamanisme, j'ai préféré vous parler du contexte, je vous le disais tout à l'heure, dans lequel se développe le chamanisme. Et j'ai trouvé ça plus original, surtout en cette période de tension religieuse. J'ai trouvé ça plus original que de tout centrer tout mon discours sur la cosmogonie, les pratiques et les rituels chamaniques mongols, rituels chamaniques qui, pour moi, sont complètement incarnés par cette photo. Nous, occidentaux, considérons souvent le chamanisme, et ça, Pierre Rameau l'a très bien dit, comme un choix personnel, une démarche personnelle qui nous conduit vers un initiateur, et nous voyons tout cela comme une sorte de discipline de développement personnel, alors qu'en Mongolie, le chamanisme pourrait être presque pratiqué sans chaman, tant il implique tout le groupe, toute la société, et puis on l'a vu, le passé historique, les conditions économiques, les conditions sociales. Voilà, j'en ai fini, et pour une fois, j'ai respecté le temps de parole qui m'était accordé. Je vais inviter le Herr Professeur Rameau à me rejoindre sur scène, et si vous avez... Et si vous avez des questions, nous y répondrons avec grand plaisir.